Je me souviens d'abord du plafond, blanc, impitoyable, bourdonnant de lumière fluorescente qui me vrillait le crâne. La piqûre antiseptique me brûlait les narines, âpre et métallique, se mêlant au goût cuivré du sang qui remontait sans cesse dans ma gorge. Quelque part à proximité, un moniteur bipait avec une patience mécanique, me rappelant que j'étais encore en vie, bien que je ne sache pas pour quelle raison. Ma jambe était tordue selon un angle impossible. Chaque respiration raclait contre des côtes brisées, et pourtant, aucune de ces douleurs n'égalait le poids qui m'oppressait la poitrine. Je m'appelle le capitaine Sarah Whitman. De l'armée des États-Unis, j'ai servi 2 tours en Afghanistan. J'ai tiré des hommes de Humvee en feu, recousu des blessures de mes mains tremblantes sous la lune du désert, et tenu bon sous des tirs de mortier qui faisaient trembler le sol comme la fin du monde. Là-bas, j'avais une pensée inébranlable. Si j'étais un jour celle qui saignait, ma famille répondrait à l'appel. Surtout lui. J'ai tâtonné pour attraper mon téléphone de mes doigts glissants de sang, l'écran fissuré en toile d'araignée à cause de l'accident. Un numéro était gravé dans ma mémoire musculaire. Le colonel Richard Whitman. À la retraite, mon père. Un homme que les autres soldats saluaient autrefois avec respect. Il avait été le mythe, j'ai grandi sous sa colonne vertébrale de fer, l'exemple, la norme. Il était mon contact d'urgence au sens propre comme au figuré. Ça a sonné 2 fois avant qu'il ne décroche. Sa voix était sèche, portant déjà cette pointe d'irritation que je connaissais trop bien. Sarah. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis au milieu de quelque chose. J'ai dégluti, goûtant le fer. Papa. Je suis aux urgences. Accident de voiture. Ma jambe est cassée. Il pense que je pourrais avoir besoin d'une opération? Une pause. Pas un silence lourd d'inquiétude. Un silence lourd de calcul. Puis, est-ce que tu es en train de mourir? J'ai cligné des yeux face à la lumière crue, pas sûre d'avoir bien entendu. Qu'est-ce que tu... Mourir. Parce qu'Émilie vient d'échouer à son examen de candidate officier et elle est en pleine spirale. Elle a besoin de moi plus que toi en ce moment. J'ai pressé le téléphone plus fort, bien que ma main tremble. Papa, je suis seule. Je peux à peine respirer. Il a soupiré. Non pas de peur, mais d'agacement. Tu es forte. Tu t'en sortiras. Ne m'appelle pas en panique. Émilie a besoin de moi maintenant. Et puis la ligne s'est coupée. J'ai fixé l'écran fissuré jusqu'à ce qu'il se brouille. Non pas de larmes, mais du brouillard de l'incrédulité. Mon père, le colonel Whitman, l'homme qui m'avait inculqué qu'aucun soldat n'est laissé pour compte, venait de me laisser pour compte. Pas sur un champ de bataille à Kandahar, pas dans un avant-poste reculé, mais ici, dans un hôpital américain stérile, pendant que je saignais sur le fin drap de papier sous moi. Il avait choisi l'orgueil froissé de ma sœur plutôt que mes os fracturés. Le moniteur continuait de biper. L'infirmière rôdait, demandant si quelqu'un était en route. J'ai hoché la tête. Bien que la vérité se soit installée plus froide que le sérum coulant dans ma veine, personne ne venait. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'étais pas seulement blessée. J'étais jetable. Le plafond au-dessus de moi bourdonnait d'une indifférence fluorescente, et quelque chose en moi s'est fissuré plus profondément que n'importe quel os. C'est à ce moment-là que j'ai compris que ce n'était pas un accident. C'était la fin d'une illusion. Le plafond au-dessus de moi s'est brouillé en bruit blanc, et dans ce brouillard, les souvenirs ont commencé à remonter, plus aiguisés que la douleur dans mes côtes. Ce n'était pas nouveau, ça avait toujours été comme ça. J'ai pensé à ma remise de diplôme à West Point, des rangées de cadets en formation parfaite, les drapeaux claquant au vent, le laiton scintillant sous le soleil. Tous les visages dans la foule semblaient vibrer de fierté, sauf le siège qui comptait le plus. La chaise de mon père était vide. Plus tard, il m'a dit presque avec désinvolture qu'Émilie avait été en crise à cause d'un B. Elle avait besoin de lui plus qu'une cérémonie. Poussière et feu, l'air puant la poudre. J'ai été décorée ce jour-là, une médaille épinglée à mon uniforme par un général dont les mains tremblaient avec l'âge. Les appareils photos ont flashé, mes hommes m'ont tapé dans le dos. Et mon père, un seul texto sur un écran fissuré. Quand la cérémonie était terminée depuis longtemps, bien, c'est ton devoir. Rien de plus, pas de fierté, pas de chaleur, juste une obligation. Comme si sauver des vies était une case cochée sur une liste infinie de tâches. Pendant ce temps, Émilie flottait d'échec en échec, comme si c'était son droit de naissance. Abandonner l'université, quitter 3 emplois en un an, carte de crédit maxée. Et chaque fois, mon père était là, argent viré, bras ouverts, excuses prêtes. Il l'appelait délicate, sensible. Une âme qui avait besoin d'un abri,
Il lui offrait des atterrissages en douceur, pendant que j'étais censée atterrir sur mes pieds, peu importe la dureté de la chute. Le contraste m'a frappé comme des éclats d'obus. Je pouvais encore sentir le soleil du désert me brûler la peau, le poids d'un fusil me sciant l'épaule, ma gorge sèche à cause de l'eau rationnée. Et à l'autre bout du monde, Émilie était recroquevillée sur un canapé, pleurant une autre opportunité perdue, enveloppée dans la couverture de la sympathie infinie de mon père. Elle était l'enfant en or, fragile et adorée. J'étais la forte, invisible sauf si je me brisais. Et même alors, pas assez pour compter. La réalisation s'est répandue en moi, froide et impitoyable. Je n'avais jamais été la fille à protéger, à chérir ou même à voir. J'étais l'échafaudage, la poutre de soutien, le mur inébranlable sur lequel mon père s'appuyait pour pouvoir continuer à porter Émilie. Mes victoires étaient des obligations, ma douleur, un inconvénient, mon existence, une utilité, et allongée là, du sang suintant à travers la gaze. J'ai enfin compris que je n'avais pas été négligée par accident, j'avais été négligée par dessein. Les souvenirs n'ont pas disparu quand l'infirmière a ajusté ma perfusion, ils ont persisté, lords, tournant comme des vautours. J'ai réalisé avec une clarté qui faisait plus mal que les fractures dans mon corps que cette nuit n'était pas une trahison isolée. C'était le schéma, le script dans lequel j'avais été forcée de vivre toute ma vie. Émilie trébuchait et le monde se pliait pour la rattraper. Je réussissais et le silence suivait. C'était l'équation. C'était la loi de notre foyer. Ses larmes remplissaient les pièces. Mes victoires remplissaient à peine une phrase. Elle était l'urgence. J'étais l'attente. Allongée là, j'ai regardé à nouveau mon téléphone sur la table de chevet, son verre brisé par l'accident. Une fissure irrégulière divisait l'écran en un miroir de la fracture en moi. Ça m'a frappé que l'appareil avait duré plus longtemps que la patience de mon père. Une chute, un impact, et il était cassé. Tout comme l'illusion que j'avais portée pendant des décennies, le retournement était amer. Toutes ces années, je m'étais dit que je comprenais. Quand il manquait mes dîners d'anniversaire, je me disais qu'Émilie avait besoin de lui plus. Quand il manquait ma cérémonie de commissionnement, Émilie ne pouvait pas faire face. Quand il lui virait de l'argent pour le loyer pendant que je payais mes propres factures à l'étranger, elle est fragile, je suis forte. Je me vendais ses excuses comme un médicament, même si elle m'empoisonnait. Et pourtant, dans cette chambre stérile, branchée à des machines, contusionnée et saignante, le mensonge s'est enfin effondré. Il ne l'avait pas choisi une ou deux fois, il l'avait choisi toujours. J'avais été assez forte pour ne pas avoir besoin de lui. Alors il avait décidé que je ne le méritais pas. C'était le marché. La pensée est venue, froide, aiguisée et dévastatrice. Il ne m'avait jamais vraiment vue. Il mesurait seulement combien je pouvais encore porter avant de me briser. Le bip du moniteur remplissait le silence, régulier comme un battement de tambour. Ma respiration râlait contre des côtes fissurées, chaque inspiration me rappelant que j'étais encore là, encore en train de lutter pour l'air qu'il ne croyait pas que j'en avais besoin. C'est alors que la douleur en moi a changé de forme. Ce n'était plus seulement une blessure, c'était une reconnaissance. Une plaie coupée plus profondément que l'acier ou les éclats d'obus. La connaissance que mon père m'avait entraînée à la résilience non pour m'honorer, mais pour m'utiliser, et pour la première fois, j'ai admis la vérité que j'avais enterrée sous la loyauté et l'uniforme. Ce n'était pas de l'amour, ça ne l'avait jamais été. La réalisation s'est installée sur moi comme de la cendre après un incendie, épaisse, étouffante, impossible à ignorer. Pendant des années, j'avais porté le poids du silence, me convainquant que l'endurance était la force. Mais dans ce lit d'hôpital, j'ai enfin compris que le silence était la reddition. Et j'en avais fini avec la reddition. Mon téléphone gisait encore fissuré sur le plateau à côté de moi, le faible reflet de mon propre visage contusionné me fixant. Pendant un moment, l'habitude m'a tirée. J'ai presque fait défiler jusqu'au nom de mon père à nouveau. Presque, mais la pensée de sa voix, sèche et dédaigneuse, a traversé le brouillard. J'avais saigné assez pour lui. Je n'allais pas appeler le bourreau deux fois. Au lieu de ça, j'ai tapé un autre nom. Le major Laura Chen. Elle avait autrefois été ma seconde en commande en Irak, le genre de soldat qui stabilisait le chaos d'un regard. Ces jours-ci, elle portait un uniforme différent. Avocate militaire, précise et inflexible. Quand sa voix est venue à travers la ligne, stable comme toujours, quelque chose en moi s'est relâché. « Laura, c'est moi », ai-je murmuré. « Je suis à l'hôpital. J'ai besoin de plus qu'un médecin cette fois. » Je lui ai tout raconté. Pas seulement l'accident, pas seulement l'appel.
Les années à virer de l'argent à la maison, primes de combat, indemnités de risque, allocations de déploiement, discrètement vidées dans les comptes de mon père, sauvetage pour les dettes d'Émilie, loyer quand elle refusait de travailler, un nouvel ordinateur portable qu'elle n'a pas gardé plus d'un semestre, morceau par morceau, près de 86 000 euros disparus. Mon avenir saignait pour leur commodité. À l'autre bout, le silence. Mais pas celui qui rejette, celui qui mesure, calcule, affine. Puis Laura a parlé, ces mots comme de l'acier posés doucement sur mes plaies. Sarah, tu les as portés comme s'ils étaient des camarades au combat? Mais tu n'es pas une mercenaire pour ta propre famille. Tu ne leur dois pas ta survie. Si tu veux, on peut couper tous les liens. Aujourd'hui, son offre m'a frappé plus fort que la morphine. Pour la première fois, j'ai vu une sortie, non par la mendicité, non par le mérite, mais par la reconquête. J'ai imaginé les signatures, les papiers sevrant leur accès à mes comptes, leurs noms effacés des lignes de bénéficiaires de mon dossier militaire, et dans cette chambre stérile, j'ai pris la décision que j'aurais dû prendre il y a des années. Fais-le, ai-je dit. Ma voix n'a pas tremblé. Je veux qu'il sorte. Tout, procuration, accès financier, héritage. Mais y fin maintenant. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la survie. Et peut-être, pour la première fois, c'était aussi de l'amour pour moi-même. La paperasse avait à peine atterri dans la mallette de Laura quand la tempête est arrivée. Moins de 24 heures plus tard, la porte de l'hôpital s'est ouverte avec une force qui a fait trembler les gonds. Mon père est entré en premier, portant encore la posture d'un colonel, même si l'uniforme avait été plié depuis longtemps. Derrière lui, Émilie traînait, les yeux rougis mais le menton relevé en défi, comme si son chagrin surpassait ma perte de sang. Ils s'attendaient à la même fille qu'ils avaient toujours connue, brisée, apologétique, impatiente de se justifier pour regagner leur faveur. Au lieu de ça, ils m'ont trouvée droite dans mon lit d'hôpital, le dos raide malgré l'attelle, ma veste d'uniforme drapée sur mes épaules comme une armure. Et à côté de moi était assise le major Laura Chen, calme et composée, son ordinateur portable déjà ouvert. Sarah, a commencé mon père, la voix tonitruante assez pour commander un peloton. Cette absurdité a assez duré. Tu fais une scène? Émilie avait besoin de moi. Elle en a toujours besoin. Tu es forte. Tu n'as pas besoin qu'on te tienne la main? Je n'ai pas scié. Je ne me suis pas pliée. J'ai juste donné à Laura le plus petit hochement de tête. Elle a tapé sur son téléphone et la chambre s'est remplie de la voix qui m'avait éviscérée la nuit précédente. Est-ce que tu es en train de mourir? Ne m'appelle pas en panique. Émilie a besoin de moi maintenant. Les mots ont plané dans l'air stérile comme de la fumée d'un coup de feu. Pour une fois, les machines n'ont pas semblé biper. Pour une fois, le temps s'est figé. Le visage d'Émilie s'est vidé de sa couleur, sa bouche s'ouvrant et se fermant sans son. Mon père a rougi, la fureur remplaçant le masque d'inquiétude qu'il avait répété pour cette visite. Tu m'as enregistré? A-t-il aboyé? Plus insulté par l'exposition que honteux de la vérité. Oui, ai-je répondu, ma voix stable, plus froide que le liquide de la perfusion coulant dans mes veines. Après que tu as raccroché, je savais que j'aurais besoin de preuves, parce que tu réécris toujours l'histoire. Pas cette fois. Sa mâchoire s'est serrée, ses mains se crispant en poing à ses côtés. Émilie a tendu la main vers lui, les yeux écarquillés, mais il l'a repoussée, me fixant comme si j'étais l'ennemi. Tu ne peux pas me tenir responsable d'un seul appel téléphonique, a-t-il claqué. J'aidais ta sœur. Tu le verras un jour? J'ai soutenu son regard, inébranlable. Non, papa. Je l'ai vu la nuit dernière. Je l'ai vu toute ma vie. Tu ne m'as pas oublié une fois. Tu l'as choisi toujours. Tu as laissé ta soldate saigner parce que ton enfant en or a raté un examen. C'est l'héritage que tu t'es écrit. Le silence est retombé, lourd et suffocant, jusqu'à ce que je le tranche d'une vérité finale. Tu as déjà choisi. Ne viens pas ici demander le pardon. Il n'est pas à toi. Ils ont quitté ma chambre en silence. Le genre qui suit une détonation. La porte s'est fermée, mais l'onde de choc a voyagé plus loin que les murs de l'hôpital. Le lendemain matin, le champ de bataille s'était déplacé en ligne. Je me suis réveillée au éclat vif de l'écran de mon téléphone. Rempli de notifications, au sommet, un poste de mon père. Parfois, l'enfant que tu élèves te tourne le dos quand tu en as le plus besoin. La loyauté compte. Ces mots enveloppés dans le langage de la trahison ont attiré une sympathie immédiate. De vieux amis de famille et des cousins éloignés ont commenté avec des jugements dégoulinants. Nous avons élevé nos enfants mieux que ça. Un soldat sans loyauté n'est rien. Puis est venue Émilie.
Des vidéos d'elle en pleurs ont surgi sur les réseaux sociaux, angles de caméra tremblants capturant sa silhouette fragile tandis qu'elle sanglotait dans ses mains. Sa voix craquait d'un désespoir exercé. Ma sœur m'a humiliée. Elle a toujours été jalouse? Elle a toujours voulu tout me prendre. J'avais juste besoin de papa? Elle en a fait une affaire personnelle? Les commentaires ont afflué, la consolant, me peignant comme la sœur froide et sans cœur, qui choisissait l'orgueil plutôt que la famille. Pendant un moment, leur bruit m'a coupé plus profondément que les lignes de scalpel sur ma peau. Chaque mensonge qu'ils disaient était familier, les mêmes refrains qu'ils avaient murmurés pendant des années, mais maintenant diffusés pour que le monde les fasse écho. Ma poitrine s'est serrée, non seulement de douleur, mais du souvenir de combien il avait toujours été facile pour eux de tordre le récit. Mais alors, au milieu de la tempête, une autre voix s'est élevée. Le sergent Noah James, un soldat qui avait autrefois suivi mes ordres à travers le feu et le chaos, a posté publiquement. Le capitaine Whitman m'a tiré d'un convoi en ruine à Kandahar. Elle m'a sauvé la vie. Elle ne doit rien à son père ou à sa sœur. Elle a donné plus que la plupart des gens ne comprendront jamais. L'onde s'est propagée immédiatement. Des vétérans avec qui j'avais servi ont ajouté leur voix, rappelant des nuits dans le désert où je m'étais placée entre eux et la mort. La marée a commencé à tourner, pas entièrement, mais assez pour me rappeler que la vérité avait aussi des témoins. Deux fronts s'étaient formés, aussi clairs que n'importe quelle ligne de bataille. D'un côté, ma famille maniant la culpabilité et la honte comme des armes, réécrivant l'histoire pour faire de moi la traîtresse. De l'autre, mes frères d'armes, des hommes et des femmes qui connaissaient le poids que je portais, se tenant droit pour me défendre, et moi, coincé entre eux, os fractures, peau contusionnée, esprit éprouvé. Ma famille m'avait transformé en ennemi. Mes camarades m'avaient transformé en porte-étendard. Et tout ce que je pouvais faire était de rester allongé là, absorbant les coups des deux guerres, sachant que seule l'une d'elles valait la peine d'être menée. La guerre à l'extérieur de ma chambre d'hôpital faisait rage, mais à l'intérieur, j'ai senti les premiers signes de calme. J'ai réalisé que je ne pouvais pas mener les deux batailles, celle que ma famille menait avec la honte et celle que mon corps menait avec la douleur, sans me perdre complètement. C'est alors que j'ai accepté de voir le docteur Miller, le médecin de l'armée qui avait conseillé des soldats brisés, non par des balles, mais par les gens qui attendaient au pays. Il s'est assis en face de moi dans son bureau, encadré par des étagères de textes médicaux et des photos fanées de déploiements passés depuis longtemps. Sa voix ne portait aucun jugement, seulement une compréhension lasse. Je lui ai tout raconté. L'accident, l'appel, les années à être la forte jusqu'à ce que la force devienne une prison. Quand j'ai fini, il s'est penché en arrière et a dit presque doucement « Vous n'êtes pas froide. Capitaine Whitman, vous avez juste été entraîné à porter plus que votre part. » Ils ont confondu endurance avec absence. Ils ont confondu survie avec silence. Les mots se sont logés profondément, traversant des années d'armure. Pour la première fois, je me suis permis de me demander si la force ne signifiait pas porter tout seul, mais savoir quand poser le fardeau. J'ai commencé le travail, morceau par morceau. J'ai ouvert un compte bancaire à mon nom, un que personne d'autre ne pouvait toucher. J'ai réécrit mon testament, enlevant les mains qui m'avaient saigné à blanc. Je me suis inscrite au fonds de secours pour vétérans, non comme charité, mais comme un investissement dans un avenir que je garderais enfin pour moi. Chaque acte semblait petit en soi, mais ensemble, ils ont recousu quelque chose en moi qui avait été effiloché pendant des décennies. Puis, un après-midi, la porte de ma chambre d'hôpital s'est ouverte, et le sergent Noah James est entré, flanqué de deux autres que j'avais autrefois menés à travers l'enfer. Il n'apportait ni fleurs ni pitié, seulement une enveloppe. À l'intérieur, une lettre signée par plus de noms que je ne pouvais en compter. Capitaine, si ce n'était pas pour vous, beaucoup d'entre nous ne seraient pas rentrés. Vous n'avez rien à prouver, ni à votre famille, ni à quiconque. Vous avez déjà donné plus qu'assez. Les mots se sont brouillés tandis que je les lisais, non du picotement d'anciennes blessures, mais de quelque chose de plus aiguisé, de plus propre. J'ai pleuré, d'abord de chagrin, puis de reconnaissance. Non parce que j'étais brisée, mais parce que pour la première fois, je me sentais vue, vraiment vue. Quand la chambre s'est enfin vidée et que la lettre reposait pliée contre ma poitrine, j'ai su que quelque chose en moi avait changé pour de bon. La guérison n'est pas venue d'un seul coup. Elle est venue en fragments et en respirations qui ne faisaient pas autant mal. En vérité que je ne tentais plus de nier. Des semaines plus tard, quand les bandages ont disparu
et que les contusions ont pâli en ombre jaune, je me suis tenue devant le miroir dans ma chambre d'hôpital. La femme qui me regardait n'était pas la même que celle qui avait appelé son père dans le désespoir. Une cicatrice traçait une ligne pâle sur ma joue, mais les yeux au-dessus étaient maintenant stables, calmes et sans peur. Pendant des années, j'avais regardé dans ce miroir à la recherche d'une approbation que je n'avais jamais reçue. Maintenant, je voyais autre chose. Pas sa fille, pas sa rivale, juste moi, entière même dans la cassure. J'ai pensé aux gens qui s'étaient représentés quand les lumières étaient les plus sombres. Laura, Noah, les camarades qui se souvenaient de mon nom pour plus que ce que j'avais donné. Et j'ai pensé à ceux qui ne l'avaient pas fait, ceux qui confondirent le sang avec l'amour et le silence avec la loyauté. Le choix entre eux était clair. Alors, voici ce que je veux dire à quiconque a vécu sa vie comme la forte, la négligée, l'épine dorsale commode sur laquelle les autres s'appuyaient, jusqu'à ce que vous vous brisiez. La famille n'est pas le sang qui vous abandonne quand vous saignez. La famille, c'est la main qui se présente sans question, la voix qui vous stabilise quand vous ne pouvez pas tenir debout. Vous n'avez pas à disparaître dans le sacrifice pour être digne d'amour. Vous êtes assez tel que vous êtes, même si personne ne dit jamais les mots. Le jour où vous arrêtez de mendier leur approbation est le jour où vous commencez enfin à guérir. Quand la sortie est arrivée, j'ai rassemblé mes affaires sans cérémonie. J'ai serré la béquille sous mon bras, senti le poids de mon uniforme contre ma peau et suis sortie de l'hôpital militaire dans le soleil de fin d'après-midi. La lumière était dorée, aiguisée contre les bords du bâtiment, et pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas comme une fille laissée pour compte. Je me sentais comme une soldate qui s'était choisie elle-même. Et c'était assez. Cette histoire a peut-être touché quelque chose de profond en vous. J'aimerais entendre vos pensées. Quelle partie vous a le plus touché? Et dites-moi d'où dans le monde vous regardez. Partagez vos sentiments dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à Rêve de Vengeance pour ne jamais manquer la prochaine histoire. Votre voix et votre présence ici comptent vraiment.